Mais avant d'envisager l'après-Covid et les difficiles débats que vous pouvez parfois avoir au comptoir, il nous a été plutôt suggéré, ou même il nous a semblé extrêmement utile de prendre un petit peu de recul sur la période que nous venons de vivre et de penser non plus seulement une philosophie de la Covid, mais de penser de manière plus large à la fois notre santé et celle de la planète. Et donc, pour ouvrir cette soirée, j'ai l'immense privilège et le grand plaisir de vous présenter le grand témoin de ce soir. Il est philosophe et essayiste, il connaît bien le monde de la recherche puisqu'il en a été ministre de 2002 à 2004. Il est donc notre grand témoin ce soir. Je vous laisse en compagnie de Monsieur Luc Ferry. Voilà, j'ai 20 minutes pour vous raconter quelque chose qu'habituellement je présente en 2 heures. Donc, je vais essayer de faire tenir la donne dans le marron et vous parler un peu des grands courants de l'écologie politique aujourd'hui, puisque One Health, c'est la santé animale, la santé humaine, mais aussi la santé de la planète. Et que notre santé à nous, elle dépend aussi évidemment de la santé de la planète. J'ai publié un livre sur l'écologie en 92. Je dis ça, c'est pas par narcissisme, c'est juste pour vous raconter qu'à l'époque, j'étais invité par Jean-Marie Cavada. Bon, je vois plein de jeunes gens, vous ne savez pas ce que c'est que l'émission de Jean-Marie Cavada, mais à l'époque, c'était l'émission politique phare, ça s'appelait La marche du siècle. Et Jean-Marie Cavada m'avait opposé, comme on fait toujours dans les émissions de télévision, des adversaires pour faire monter un peu l'audimat. Et j'avais en face de moi Antoine Wechter, qui était à l'époque le leader des Verts. Et j'avais Susan George, qui était une femme d'ailleurs charmante et qui était sympathique, pas idiote, et qui était la représentante de Greenpeace France à l'époque. Et ils m'ont donné 2 métaphores qui sont restées dans ma tête et que je vous livre aujourd'hui parce qu'elles sont très parlantes et qui illustrent parfaitement l'opposition entre les réformistes et les révolutionnaires en matière d'écologie. Aujourd'hui, on dirait entre les décroissants et les partisans du développement durable et de la croissance verte. Antoine Wechter m'a dit quand la baignoire déborde, les imbéciles mettent des serpillières et des serviettes autour de la baignoire. Les gens intelligents ferment le robinet. Et c'était une métaphore de la croissance zéro. Ça visait Génération Écologie, ça visait Brice Lalonde, ça visait les réformistes. Et à l'époque, il faut savoir que le Parti vert était officiellement révolutionnaire, anticapitaliste. Et donc, il voulait non seulement mettre des serpillières autour de la baignoire, mais carrément fermer le robinet. Et puis, Susan George est intervenue après Wechter, et elle m'a dit une métaphore plus puissante, plus intelligente, plus profonde. Elle m'a dit, quand vous partez de Paris et que vous voulez aller à Marseille, et que vous êtes sur l'autoroute, dans votre voiture, et que vous voyez marqué partout sur les panneaux Lille-Bruxelles, c'est pas la peine de ralentir, il faut faire demi-tour. U-turn. Et donc, dans son américaine, dans son langage U-turn. Et à l'époque, si vous vous souvenez, il y avait un film qui avait beaucoup de succès, qui était Danse avec les loups, et qui racontait l'histoire d'un soldat blessé, un soldat yankee blessé, et qui, dans la guerre de sécession, et qui retourne vers ce que les romantiques américains appelaient la wilderness, l'état nature, l'état sauvage, où ils voient les bisons, ils voient les Indiens, les Native Americans, on dirait plus Indiens aujourd'hui aux États-Unis, on serait très mal vu, mais les Américains natifs qui protègent, enfin qui ne prélèvent que quelques bisons pour passer l'hiver, alors que les Buffalo Bill locaux massacrent tout le monde. Et là, on avait 2 métaphores de la croissance zéro, voire de la décroissance. Aujourd'hui, il y a plusieurs courants dans l'écologie politique, mais cette structure qui opposait les réformistes et les révolutionnaires, en Allemagne à l'époque, on disait les Fundi et les Réalos. Les Fundi étaient révolutionnaires, comme les Verts en France. Les Réalos étaient au fond des sociodémocrates. Ils voulaient simplement réformer le système, corriger les effets pervers du système capitaliste. En Angleterre, aux États-Unis et surtout au Canada, on disait deep ecologists pour dire les Fundi, les révolutionnaires, et shallow ecologists, écologistes de surface, pour désigner les sociodémocrates réformistes. En France, comme je vous l'ai dit, on avait Génération Écologie et Wechter, les Verts. Génération Écologie, et au fond, c'était des socialistes réformistes, un peu rocardiens. Et puis de l'autre côté, on avait les communistes qui se disaient encore révolutionnaires. Et donc, le Parti vert était plutôt de ce côté-là. Aujourd'hui, on a 7 grands courants dans l'écologie politique. Je ne vais pas vous les raconter ce soir parce qu'en 10 minutes, je n'aurai pas le temps.
mais on a au fond 3 courants très opposés. Alors je laisse les véganes, je laisse les écoféministes, je laisse les décoloniaux de côté, et je vous raconte simplement, pour gagner un peu de temps, les 3 grands courants aujourd'hui. Vous avez d'abord les décroissants, les partisans de la décroissance. Les partisans de la décroissance, c'est Aurélien Barraud, par exemple, qui a eu, avec un livre, un succès extraordinaire il y a 2 ans. Nicolas Hulot, bien sûr, qui est passé du côté de la décroissance. Vous avez qui a beaucoup de soucis ce soir, d'ailleurs, le pauvre. Vous avez... Ah oui, le pauvre, il n'aimerait pas être à sa place. Bon, il y a aussi Serge Latouche, qui a écrit des quantités de livres sur la décroissance heureuse. Bon, le problème de la décroissance, c'est que la décroissance, personne n'en veut. C'est ça la grande difficulté. La grande difficulté de la décroissance, c'est-à-dire en admettant même que vous soyez favorable à la décroissance, personne n'en veut. Sur les 193 pays de l'ONU aujourd'hui, tout le monde est ravi que la croissance revienne. Vous entendez le président Macron, vous entendez les partis politiques aujourd'hui, quels qu'ils soient, ils disent c'est formidable parce que la France, c'est reparti, on va avoir 6% de croissance. Donc c'est de l'emploi qui revient, c'est des faillites d'entreprises qui s'arrêtent, on va arrêter le quoi qu'il en coûte, les déficits publics vont être un peu stoppés, et donc personne n'est pour la décroissance. Dans leur livre pour la décroissance, des gens comme Serge Latouche, par exemple, la décroissance heureuse, tu parles, décroissance heureuse. Décroissance heureuse, ça veut dire, Serge Latouche propose qu'on divise par 3 le revenu des Français. Je ne sais pas si vous avez vu le mouvement des Gilets jaunes, mais simplement avec des petites mesurettes du type 90-80 km/h vitesse sur les routes, ou un peu d'augmentation du prix de l'essence. Il faut savoir que quand vous regardez la France, voyez là à peu près la carte, vous avez, quand vous prenez ce que les démographes appellent la diagonale du vide, vous avez du nord-est de la France au sud-ouest 20 millions de personnes qui sont en général au SMIC. Quand c'est des retraités, c'est SMIC moins ce que vous voudrez, moins le taux de la retraite, SMIC 10% si vous voulez, mais ce sont des gens qui sont à 20 km de toute espèce de sociabilité, c'est-à-dire de l'église, du supermarché, du bistrot, du restaurant ou de la famille. Et si vous leur mettez un peu comme ça 50 euros ou 100 euros ou 150 euros par mois avec les PV sur la tête, vous avez la France bloquée pendant 2 ans, avec tous les samedis pourris qu'on a connus. Donc imaginez qu'un président de la République annonce qu'on va diviser par 3 le revenu moyen des Français, qui est à 1 700 euros aujourd'hui, et vous faites sauter 40 gouvernements dans l'année. Donc ça n'a strictement aucun sens. Jean Covici, qui est un polytechnicien, mais malheureusement pas forcément génial, pour autant, propose qu'on ne soigne plus les personnes âgées passées 65 ans. C'est pas une blague, hein, vous pouvez le lire dans Socialitaire. Ayant 71 ans dans le mois qui vient, je suis assez hostile à cette mesure. Et donc, c'est un peu personnel, mais enfin quand même. Donc, le locavorisme, l'idée qu'on va se borner à consommer les produits locaux. Très bien. À Strasbourg, le Bordeaux, terminé. Le chocolat, c'est terminé. Le thé, c'est terminé. Le whisky, c'est terminé. Pratiquement tout ce que vous bouffez est terminé. Je veux dire, à part manger de la choucroute, vous êtes feinté. Bon, j'aime beaucoup la choucroute. J'adore Yvonne. Tante Yvonne, j'adore. Mais je veux dire, vous oubliez le Bourgogne, vous oubliez le Bordeaux, vous oubliez le poisson, parce que les poissons à Strasbourg, si, il y a la rivière, mais enfin, le loup, la dorade, tout ça, c'est carbonisé. Il faut être clair. Bon. Et donc le locavorisme à Paris, c'est l'horreur. Parce que le vin de Paris, le vin de Montmartre, vraiment, il faut, à part le vinaigre, il n'y a pas grand-chose de pire. Donc vous êtes carbonisé aussi. Donc personne n'en veut. La dénatalité, moi je veux bien, mais l'idée de se marier et de ne pas avoir d'enfants est quand même un truc un peu bizarre. Voilà. Donc personne ne veut de la décroissance. Vous avez un deuxième courant. Et donc, même si vous étiez pour, même si c'était la seule solution, on n'y arriverait pas. Ça passe pas. Encore une fois, le mouvement des Gilets jaunes montre que ça ne peut pas passer. Il y a un deuxième courant qui est celui des collapsologues. Ça vous dit quelque chose? Catastrophistes, effondristes. Il est représenté en France par Yves Cochet, qui est un type très intelligent, qui est un docteur en mathématiques. Moi, je l'aime bien parce que j'ai toujours... on a fait des discussions ensemble, des conversations. Il a été d'ailleurs... On a publié nos débats chez Odile Jacob. Ce truc tombe lamentablement. Enfin bon, pour faire de métaphores sexuelles, mais c'est horrible. Alors,
mon ami et mon adversaire aussi, parce qu'il ne faut pas être malhonnête, on s'engueule tout le temps, Yves Cochet a publié un livre qui s'appelle Devant l'effondrement, 2019. Je vous le conseille parce que c'est un merveilleux scénario de film catastrophe. Et donc, il commence son livre dès la première page en disant, écoutez bien, parce que je cite, et là je suis hypermnésique, je cite sans changer une lettre, la fin du monde est possible en 2020. Donc c'est un livre écrit en 2019, mais enfin on n'est pas très loin. La fin du monde est possible en 2020, elle est probable en 2025 et certaine en 2030. Et il nous annonce quand même simplement 4 milliards de morts. Vous savez qu'on est 8 milliards de terriens sur la planète aujourd'hui, 4 milliards de morts. Et donc ce qu'il dit, alors on reproche beaucoup, mon ami Jean-Pierre Dupuis, polytechnicien, lui intelligent, dit c'est pas bien le catastrophisme, parce que comme la catastrophe est certaine, ça démobilise les militants écologistes, c'est pas bien. Et donc, en fait, c'est une mauvaise critique, parce que ce que dit Yves Cochet, ou Pablo Servigne, ils sont deux très célèbres, Pablo Servigne, Yves Cochet, ils disent, mais c'est pas du tout qu'on veut démobiliser les militants en faveur de l'écologie. Simplement, il faut penser au monde d'après, pas le monde d'avant. Et pourquoi ils disent ça? Et l'argument est très fort, et c'est le seul point sur lequel je suis d'accord avec Yves Cochet. Il dit, comme la décroissance est invendable, seule la décroissance pourrait sauver le monde, mais comme elle est invendable et que personne n'en veut, je viens d'expliquer pourquoi tout à l'heure, eh bien, la catastrophe étant inévitable, ce qu'il faut préparer, c'est le monde d'après. Et le monde d'après, il ressemblera à quoi? Comme on n'aura pas d'électricité, il n'y aura plus de centrales atomiques, elles auront explosé, comme il n'y aura pas de pétrole, comme il n'y aura pas de moyens de transport, même le vélo, le caoutchouc, on n'en aura plus pour faire les pneus. Donc on aura quelques vélos qui dureront 10 ans, mais au bout d'un certain temps, tout ça sera mort. On sera dans le local et on sera dans des organisations politiques qui seront intégralement locales, qui seront des biorégions. Et donc, ce qu'il décrit dans son livre Devant l'effondrement, c'est le monde d'après, c'est le monde de 2050. Un monde sans pétrole, sans électricité, un monde sans mobilité, un monde sans rien en vérité. Un monde où on reviendra au Moyen-Âge, et même au Moyen-Âge, on sera un peu pire, on sera plus localisé encore. On sera vraiment dans le terroir, et donc on sera contraint de repenser intégralement aussi la vie politique. Il faudra qu'on ait des petites organisations politiques locales qui seront autogérées, parce que c'est la seule chose qui soit défendable. Et donc on aura un monde d'après. Lisez le livre Devant l'effondrement, parce que c'est encore une fois un scénario de catastrophe, de film catastrophique absolument génial. Je ne crois évidemment pas à ça, mais je trouve ça très amusant, très intéressant. Et au fond, le point sur lequel Yves Cochet a raison, ou Pablo Servigne, c'est les mêmes, effondristes, catastrophistes, et donc aussi collapsologues, les trois mots sont synonymes. Là où ils ont raison, c'est que comme la décroissance est invendable, de leur point de vue, c'est ce qui pourrait sauver le monde, mais on n'ira pas, donc l'effondrement est inévitable, et donc il faut penser le monde d'après. Vous voyez, ça c'est le deuxième courant. Vous avez un troisième courant, j'allais très vite, c'est celui qui est au fond populaire chez les chefs d'entreprise et chez les chefs d'État et de gouvernement. C'est toutes les COP, 22, 23, 24, 25, je ne sais pas quand ça va s'arrêter, 40, 41, 42, enfin ça ne s'arrêtera jamais. Et donc vous avez des politiques qui s'engagent sur des trucs qui n'ont absolument aucun sens, parce que dans 2 ans ou dans 3 ans, ils auront quitté le pouvoir et que de toute façon, ils s'engagent à rien. Donc ça ne sert strictement à rien. Et donc ces COP défendent le développement durable et la croissance verte. En général, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas favorable à la croissance verte et au développement durable tel que c'est présenté par ces COP ou par Macron ou par Madame Merkel ou par Olaf Scholz. C'est que ce n'est pas au niveau du problème. Regardez la Convention climat, par exemple, qui a été mise en place par Macron, qui était d'ailleurs un piège à rats, parce que ça n'avait pas grand sens, parce que ces gens proposaient un tas de choses qu'on ne pouvait pas mettre en place, alors qu'on leur avait promis qu'on allait les suivre, mais on ne peut pas. Et donc, quand vous regardez, par exemple, un certain nombre de propositions de la Convention climat, il y en a une qui a été une proposition phare, ne plus prendre l'avion pour aller dans des trajets courts. Pas Paris-Nantes, Paris-Lyon, Paris-Strasbourg. Vous prenez le train. Moi, ça ne me gêne pas du tout. J'aime 1000 fois mieux le train. L'avion m'emmerde. Je n'ai pas envie de prendre l'avion. Donc, ce n'est pas du tout une opposition personnelle. Mais le problème, c'est que ça n'est pas le millième du millième de l'épaisseur du trait. Ça ne sert strictement à rien.
Donc on se fait plaisir parce qu'on prend des mesures comme ça, on a l'air d'être « Ah, c'est bien, on ne prendra plus l'avion. » Mais ça ne sert à rien. Par rapport à la Chine, par rapport à l'Inde, par rapport aux États-Unis, qui sont les 3 grands producteurs de gaz à effet de serre, c'est 0 plus 0 plus 0 plus 0. Ce n'est pas le millième du millième de l'épaisseur du trait, encore une fois. D'ailleurs, réfléchissez à ça. Vous supprimez la France intégralement du paysage mondial, avec ses 67 millions d'habitants, son industrie, son agriculture et ses transports, les 3 postes d'émissions de gaz à effet de serre les plus importants, ça ne change rien. Ça n'a aucune espèce d'importance. On pourrait rayer la France de la carte, ça ne changerait rien au réchauffement climatique. Donc ce n'est pas en interdisant Paris-Nantes en avion qu'on va faire quoi que ce soit. 4e courant, celui que je défends, et je vous laisserai avec ça, j'ai encore 6 minutes, mais c'est vraiment génial. Le dernier courant est grandiose, et c'est celui que je défends. Il est radical, il est au niveau du problème. Ça s'appelle l'écomodernisme. L'écomodernisme, vous pouvez lisez, vraiment c'est un conseil de lecture, c'est mon côté vieux prof, lisez le manifeste écomoderniste qui est publié dans toutes les langues, vous trouvez ça sur Internet, et qui est rédigé par un prix Nobel d'économie, William Nordhaus, et par un type génial qui s'appelle Michael Schellenberger. Et ce projet écomoderniste, c'est exactement l'opposé absolu de la décroissance. Et ce projet écomoderniste, il repose sur 4 idées que je trouve géniales. Alors, je n'ai pas le temps de les développer en 6 minutes, c'est impossible. Mais je vous les indique simplement pour que, au fond, ce soit une incitation pour vous d'aller voir ce projet qui est, à mon avis, grandiose. Première idée, ce qu'ils appellent le découplage. Je vous donne juste un chiffre pour vous donner l'idée. Aujourd'hui, nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, 8 milliards de terriens sur cette planète. 4 milliards d'entre nous vivent sur 3% du territoire de la planète. Ça s'appelle les villes. Si nous arrivions, soyons larges, à vivre simplement sur 10% du territoire de la planète, ça veut dire que 90% du territoire de la planète pourrait être entièrement réorganisé pour faire des réserves de biomasse, de biodiversité, d'absorption des gaz à effet de serre. Ça s'appelle le découplage. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas y aller. Au contraire, on retrouverait de la beauté, on retrouverait de la wilderness, pour parler comme les romantiques américains, on retrouverait des endroits pour se balader, mais il n'y aurait pas dedans d'industrie polluante. Découplage. Deuxième idée, l'économie circulaire. Il faut que nous concevions enfin tous nos produits industriels, par exemple les bagnoles, pour être désassemblés en fin de parcours. Je connais très bien l'automobile, j'y ai passé ma vie, mon père fabriquait des voitures de course et des moteurs de course. Dans une voiture, il y a 5 types d'acier différents. Aujourd'hui, on recycle tout en même temps. C'est comme les barres de pâte à modeler de mon enfance. On avait des petites barres de couleur, puis à la fin, on pouvait juste fabriquer un éléphant parce que tout était gris. Là, on recycle les 5 aciers en même temps. C'est une absurdité. Au bout de 3 recyclages, ça ne vaut plus rien. Il faut faire nos voitures, mais tous nos produits industriels, pour qu'ils soient pensés pour le recyclage. Ils ont un slogan, les théoriciens de l'économie circulaire. Je vous recommande le livre qui est vraiment génial d'un architecte américain et d'un chimiste allemand, Braungart et McDonough. Ça s'appelle Sidouci, Cradle to Cradle. Du berceau au berceau, non pas du berceau au tombeau, mais du berceau au berceau. Et ils ont un slogan qui est génial, la nature n'a pas de poubelle. Dans la nature, tout est recyclable. Et donc, c'est le seul point sur lequel nous devrions imiter la nature, c'est-à-dire concevoir tous nos produits industriels pour être recyclés en fin de parcours. Troisième idée, il n'existe aucun scénario de lutte contre le réchauffement climatique qui ne passe par les high-tech, par des technologies hyper performantes. Les décroissants, les théoriciens de la décroissance, ils plaident pour ce qu'on appelle les low-tech, le retour au low-tech. Le low-tech, c'est le moulin, tout ce qui n'utilise pas d'énergie, ni d'électricité, ni d'atomes, ni de pétrole, ni de gaz, ni de charbon. Et donc, c'est le retour au moulin à café à bras, c'est le retour au soc de charrue, c'est le retour donc, aux outils qu'on avait au Moyen-Âge. Bon. Le problème, c'est que dans le domaine de la santé, ce qu'a montré très bien mon ami Laurent Alexandre, c'est un type compliqué, mais il est quand même très intelligent. Ce qu'il montre très bien, c'est que le retour au low-tech dans le domaine de la santé qui est le vôtre, c'est simplement la mort. En 1950, tous les leucémiques mouraient, 100%.
Aujourd'hui, moi j'ai fait 3 ans de biologie du cancer, j'ai une vraie passion pour la biologie, ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine de la biologie, je travaille avec Jean Dosset. On guérit en gros 50% des mélanomes qui étaient mortels grâce aux immunothérapies ou aux thérapies ciblées qui étaient mortelles il y a encore une dizaine d'années, peut-être même 5 ans. Donc le retour au low-tech en médecine, c'est la mort. Ça ne les gêne pas les décroissants parce qu'ils veulent réduire la population. Encore une fois, Jean Covici propose de ne plus soigner les grands malades de plus de 65 ans. Et donc, pour réduire la population mondiale. 2 idées encore, et je vous laisse en paix. J'ai 3 minutes, c'est un peu dommage parce que c'est les meilleures. 4e idée, cet écomodernisme, mais lisez le manifeste, comme ça vous aurez voilà, le texte de fond. C'est une écologie politique qui s'appuie donc sur l'économie circulaire, sur le découplage. C'est très radical parce que c'est une rupture absolue avec la logique capitaliste des premières révolutions industrielles qui étaient linéaires et dévastatrices. Quand j'étais gamin, on était dans le jetable à tout prix, le stylo jetable, le briquet jetable, la femme jetable ou le mari jetable si possible, on était dans la logique du jetable. Et donc l'économie circulaire, c'est le contraire de l'économie capitaliste des premières révolutions industrielles. C'est pour ça que ça pourrait séduire les jeunes. C'est radical, c'est pas un truc mollasson comme la croissance verte et le développement durable. Mais le problème, c'est que face aux entreprises, ça s'appuie sur l'intelligence et pas sur la morale. Autrement dit, avec le recyclage, vous allez gagner de l'argent et pas en perdre. C'est pas de l'écologie punitive. Voyez ? Dernier point. Lisez le livre de 2 chercheurs canadiens qui s'appellent Ibbitson et Bricker. Peu importe leur nom, le livre s'appelle Planète vide. Très intéressant. Ça vient d'être publié cette année. Et contrairement à ce que j'ai cru moi-même, hein, je ne suis pas plus intelligent que les autres, hein, j'ai cru ça, on ne va pas du tout vers la surpopulation, on va vers la dépopulation. La planète ne va pas monter à 13 milliards d'individus, comme on le pensait, et comme tout le monde le disait, y compris pas seulement les écolos, mais depuis Paul Ehrlich, on racontait cette blague. En vérité, on va aller peut-être jusqu'à 9 milliards, mais ça va descendre très brutalement après. Pourquoi ? Et je vous donne cette idée qui est, à mon avis, très puissante et très vraie, simplement, plus que puissante, c'est parfois plus intéressant d'être vrai plutôt que d'être épatant. Pour 2 raisons. La population mondiale va décroître considérablement dans les années qui viennent. Lisez ce livre, La planète vide. Première raison, c'est l'urbanisation. Je vous ai donné le chiffre tout à l'heure, 4 milliards d'individus vivent sur 3% du territoire de la planète. Or, moi qui ai passé les 25 premières années de ma vie à la campagne, je peux vous dire très clairement que dès l'âge de 7 ans, même dans ma génération à moi, même quand j'étais petit à l'école, dès l'âge de 7 ans, à la campagne, le môme, il est une aide. Il va garder les chèvres, il va garder les vaches, il fait les foins. À la ville, c'est un boulet. Le gamin à la ville, il coûte cher. Il faut une chambre de plus, il faut une bagnole plus grande, il va faire des études. Le petit salaud va faire des études, c'est horrible, mais ça va coûter cher. Et si possible, des bonnes études, jusqu'à 25 ans aujourd'hui. Et donc, urbanisation égale moins d'enfants. Le modèle, c'est l'Allemagne, 1,2 par femme. Et donc, plus un pays est moderne, plus un pays est dense. L'Allemagne est presque 2 fois plus dense que la France. Pas tout à fait, mais j'exagère un peu, mais pas loin. Plus un pays est moderne, plus il a un État-providence performant, plus il est féministe. Et c'est la 2e raison, moins il y a d'enfants. Parce que c'est la première étant l'urbanisation, l'émancipation des femmes. Quand les femmes sont libres et qu'elles maîtrisent leur corps, comme on dit, et le nombre d'enfants qu'elles ont, et la contraception est maintenant accessible pour beaucoup, pour des milliards de femmes, heureusement d'ailleurs, en tout cas pour des centaines de millions, eh bien évidemment, elles ne veulent pas avoir 8 enfants ou 10 enfants. 1, d'accord. 2, peut-être. 3, 4, non. Et donc, on a une décrue de la population qui est liée à l'urbanisation et à la féminisation du monde. Et donc, on a là un paysage qui va dans le sens des high-tech, de l'écomodernisme. C'est vraiment ce qu'il faut opposer aujourd'hui à la décroissance. C'est l'avenir. Et c'est ce qui permettra, si on parle comme les écologistes, de sauver le monde dans les années qui viennent. Surtout, n'allez pas
vers Nicolas Hulot, Aurélien Barraud et Sandrine Rousseau, aller plutôt vers ce projet éco-moderniste qui est absolument génial. Et moi, je vous demande simplement, j'ai rien à demander, qui suis-je pour demander quoi que ce soit, mais allez y voir, voilà, amusez-vous, allez y voir, parce que c'est passionnant. Lisez ce manifeste éco-moderniste, c'est génial, c'est l'antithèse absolue de la décroissance, et c'est, à mon avis, l'avenir. Et c'est encore une fois radical, c'est pas mollasson, c'est vraiment une rupture avec le capitalisme des 2 premières révolutions industrielles. Merci de votre attention et bonne soirée. Voilà.